Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hypnose. Alors, certains d'entre vous peuvent déjà penser de quoi pourrait-il nous parler d'autre, évidemment. L'hypnose est un terme ambigu, il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce que l'hypnose désigne à la fois des états non spécifiques de conscience, leurs effets, des usages, des courants théoriques, mais aussi des pratiques. Je voudrais donc commencer par rappeler que l'hypnose en soi ne présente aucune vertu thérapeutique, aucune vertu psychothérapeutique, ni même parapsychologique, encore moins surnaturelle ou magique. C'est l'usage que l'on en fait qui produit ou non des effets de différentes natures. Alors, l'hypnose revêt différents visages. Vous en connaissez certainement quelques-uns. Parmi eux, il y a l'hypnose que l'on vit chacun au quotidien. Parce que l'hypnose, c'est avant tout les transes de la vie quotidienne, comme celles que vous vivez communément à travers des songes, des rêveries ou des contemplations. Oui, certains sont plus rêveurs que d'autres, ou plus songeurs que d'autres. L'hypnose, c'est avant tout aussi des transes spontanées, induites par les arts, la musique, le sport, la sexualité ou d'autres activités. Ces moments où vous êtes absorbé ici et ailleurs en même temps. Mais l'hypnose, c'est aussi des transes passionnelles suggérées par des sentiments ardents comme l'amour, le désir, la jalousie et tant d'autres encore. L'hypnose, c'est aussi des transes religieuses ou profanes provoquées par des rituels spécifiques, la prière, le chant, des danses codifiées comme celles des derviches tourneurs et d'autres encore. Mais l'hypnose, c'est aussi des transes tribales ou chamaniques. Alors, souvent convoquées par absorption de champignons hallucinogènes ou autres plantes ou racines aux effets psychoactifs. Mais l'hypnose, c'est aussi des transes résultant de certaines prises de médicaments, on y pense moins souvent, mais des anxiolytiques, des hypnotiques même, comme Hypnovel ou d'autres molécules. C'est aussi des transes liées à la consommation de toxiques, d'autres toxiques comme l'alcool, le cannabis, ou des drogues plus violentes encore. Alors, l'hypnose sur le plan scientifique, c'est... Allez, commençons par l'électroencéphalographe, par exemple. L'activité électrique du cerveau sous hypnose se situe entre 8 et 13 Hz. Ce qui signifie que, finalement, l'état d'hypnose est situé entre l'état de veille, l'état de conscience normale, on va dire, et l'état de sommeil. Donc, sous hypnose, vous n'êtes ni vraiment éveillé, ni vraiment endormi. L'hypnose, c'est difficile d'en parler d'une façon très objective, car c'est un peu comme le goût de chocolat en réalité. On est à peu près tous d'accord pour dire que c'est bon, mais expliquer en quoi et pourquoi c'est bon, c'est une autre affaire. Alors pour revenir sur le plan scientifique, on constate sous imagerie cérébrale que, contrairement aux états de veille, au sommeil lent par exemple, ou au sommeil paradoxal, ou aller aux hallucinations, l'hypnose ne présente finalement aucune organisation cérébrale stéréotypée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître, d'après une certaine organisation, un état hypnotique. Tout ce qu'on peut constater finalement, c'est la désactivation du précuneus, une petite zone située dans le cerveau qui est finalement la zone de la vigilance. Et puis, une désactivation du cortex singulaire postérieur. Alors, quand ces deux zones sont désactivées sous imagerie cérébrale, on considère que le sujet est dans un état modifié de conscience, sous hypnose ou en transe, ce qui est à peu près la même chose. Ces recherches et observations ont été menées grâce à Elisabeth Fémonville. Il y a eu les études de Maquet et tant d'autres études après, et on peut bien sûr la remercier pour cet apport important
Elle a fait entrer l'hypnose dans le domaine de l'hypnose médicale et plus précisément l'hypnosédation, avec des techniques combinées de sédation, d'anesthésie locale et d'hypnose. Alors l'hypnose naturelle, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse ici, l'hypnose naturelle appliquée aux relations d'aide est pratiquée par différents professionnels dans leur champ respectif de compétences. Il est évident qu'un psychiatre ne pratiquera jamais l'hypnose comme un spécialiste de l'épanouissement ou comme un orthophoniste ou comme une infirmière, ou tout simplement parce que leurs champs de compétences sont différents, leurs connaissances, leur métier est différent. Alors oui, j'ai vraiment envie de vous rappeler encore une fois, on ne le dira jamais assez, que l'hypnose ne peut se substituer, pardonnez-moi, à aucun avis ni traitement médical. Tout bon praticien de l'hypnose, appliqué aux relations d'aide, quelles qu'elles soient, et quel qu'il soit médecin ou soignant professionnel, psychologue, psychothérapeute, infirmier, orthophoniste ou autre professionnel de la relation d'aide, se doit de rappeler quand même constamment au sujet qui le consulte que l'hypnose appliquée aux relations d'aide est une approche complémentaire et non alternative. La différence est de taille. L'hypnose n'est pas une alternative à la médecine conventionnelle. C'est un complément. Pourquoi ? Parce que dans les cas de pathologie organique grave, les risques liés à des retards de prise en charge médicale, à des retards de diagnostic sont réels. Alors les approches de l'hypnose appliquées aux relations d'aide reposent sur des hypothèses qui donnent corps et sens à des paradigmes bien différents les uns des autres. D'où cette variété de ce que je nomme les visages de l'hypnose. Toutes les formes d'approche éthique peuvent, de mon point de vue, favoriser le bien-être, l'autonomie et l'épanouissement de la personne humaine. Elles doivent et méritent d'être considérées parce qu'elles participent d'un corpus de connaissances et savoir-faire important. Il serait dommage de s'en priver. Aujourd'hui, les différentes pratiques de l'hypnose appliquées aux relations d'aide sont pour la plus grande partie descendantes du magnétisme, de l'imaginationnisme et du sophisme. Nous assistons aussi depuis 2 ans, 3 ans, à un retour important du spiritualisme, avec ses approches un peu métaphysiques, les vies antérieures, contacter les défunts. Avec l'hypnose flash intégrative, nous sommes très éloignés de cela, ce qui ne signifie pas du tout que nous soyons en opposition, mais très éloignés, vous allez le comprendre. Les hypothèses qui participent de la pensée du praticien qui va vous accompagner déterminent son orientation et sa pratique. J'explique. Si en tant que praticien, je pensais que c'est un esprit guérisseur qui allait vous libérer d'une conduite addictive, je tenterai par tous les moyens de contacter cet esprit guérisseur. Personnellement, en tant que praticien d'hypnose flash intégrative, je pense que vous êtes muni d'un appareil affectif surpuissant. Il est doté d'une intelligence propre. Il est en capacité d'influencer votre soma et votre psyché, et forcément par extension, votre cerveau, votre métabolisme, votre conscient, votre inconscient, votre subconscient, vos pensées et vos comportements. Alors, il est facile de vérifier rapidement ici qui n'a jamais été dominé par ses sentiments ou ses émotions. Oui, qui n'en a jamais ressenti les effets puissants, qu'ils soient bénéfiques ou dévastateurs. Cette pensée est déterminante, car elle donne lieu à des pratiques hypnogènes qui offrent de sérieux résultats, et surtout des résultats rapides à de nombreuses personnes dans le monde. Oui, nous imaginons l'appareil de la personne humaine comme une partie distincte du soma et de la psyché. C'est un paradigme comme un autre sur lequel reposent et s'articulent
toutes nos stratégies de la relation d'aide. Cet appareil affectif, de notre point de vue, produit des émotions et sentiments de l'âme qui influencent et dominent l'appareil psychologique, qui influencent et dominent l'appareil somatique, qui influencent et dominent le système nerveux central et par extension toute fonction et sensation physique et morale. Il est facile d'influencer vos états d'âme par ce langage que j'ai nommé le langage des sentiments de l'âme. Alors, avant de comprendre précisément comment, il faut quand même bien constater que beaucoup d'entre vous ici ignorent encore qu'ils sont la majeure partie de leur temps sous hypnose. Voyons ça d'un peu plus près. La forme d'hypnose la plus courante, celle qui paraît la plus banale, et pourtant l'une des plus influentes, et certainement la plus insidieuse. Vous la vivez, oui, tous, ici, sans exception, ou la subissez même parfois. Vous allez comprendre pourquoi. Le plus clair de votre temps. Le pire, c'est que vous n'en avez pas toujours conscience. Cette hypnose de la vie quotidienne répond à une phénoménologie aussi simple que puissante. L'autosuggestion. Toute forme de relation à vous-même, toute forme de rapport à vous-même a un effet d'autosuggestion. Suivant le type de rapport à vous-même que vous entretenez, cela va suggérer des réponses émotionnelles. Ces réponses émotionnelles génèrent soit de bons sentiments de l'âme, je suis réjoui à l'idée de je suis tellement bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je me sens aussi bien, ou de mauvais sentiments de l'âme. Je suis angoissé, j'ai peur, je suis effrayé, j'ai envie de rien faire, laissez-moi tranquille, et tant d'autres formulations encore. Pour mieux comprendre, je vais vous parler un peu plus de vous. Globalement, chacun d'entre vous, ici, a une relation singulière à lui-même. C'est un lieu commun de dire cela. Et pourtant, cette relation, vous la considérez comme normale, au sens où vous la trouvez le plus souvent banale. Une espèce de fatalité en somme. Je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est ma façon d'être. Que voulez-vous, mon brave monsieur? J'ai été éduqué ainsi, je ne veux pas changer aujourd'hui. Quand cette relation à vous-même est plutôt bienveillante, vous êtes dans un processus épanouissant avec finalement des effets sur votre relation aux autres et au monde plutôt apaisés et équilibrants. Par contre, quand cette relation à vous-même est inadaptée ou toxique même, vous êtes dans un processus qui relève trop souvent de la maltraitance. Oui, de la maltraitance. La plupart d'entre vous passent le plus clair de leur temps sans en avoir conscience à se maltraiter. Alors, cela se traduit par des formes qui peuvent vous paraître plutôt ordinaires, plutôt banales, de négligence de soi, de sous-estime de soi, d'autodénigrement, d'insatisfaction perpétuelle ou de niveau d'exigence surdimensionné. Ces différentes formes de relation à vous-même, finalement, sont autant de langages différents. Cela dit, gardez à l'esprit que ces langages ont des effets sur vos sentiments et surtout par répercussion sur vos états d'âme. Ils influencent votre santé affective avec des effets sur votre santé physique et psychique. Mais pas seulement, ils influencent votre rapport aux autres, votre rapport au monde. Alors, les répercussions sur votre santé psychique et physique ne sont plus approuvées. Ça fait plus de 3000 ans que la médecine traditionnelle chinoise constate et prouve les liens entre les mauvaises émotions et les maladies. On peut distinguer deux types majeurs de rapport à soi-même, pour simplifier bien sûr, aujourd'hui et ici.
La première catégorie de rapport à soi-même est plutôt bienveillante. C'est une forme de caresse, un peu de l'ordre de la bonté tout simplement, de la neutralité bienveillante. Et puis l'autre est maltraitante, comme je l'ai dit. Oui, cela paraît, ou peut paraître en tous les cas, être un terme un peu fort, et pourtant, au regard des effets qu'il a sur soi et sur son rapport aux autres, nous pouvons, et j'insiste pour le nommer, maltraitance. Alors, c'est pour moi une relation marteau, une relation à vous, un rapport à vous marteau. L'avantage avec un marteau réel, c'est que si vous en avez un là, à portée de main, si l'une d'entre vous a ça dans son sac, ce qui m'étonnerait fort, et que vous l'utilisiez pour vous en mettre un petit coup sur la tête là, eh bien, une bosse et une douleur vive vous dissuaderaient de recommencer. Ça, c'est l'avantage du marteau réel. La relation à soi maltraitante, la relation à soi marteau, c'est que sur le moment, c'est indolore, même pas mal. Sauf que la bosse arrive beaucoup plus tardivement. Et que les bosses, je dirais même, de la relation à soi maltraitante, sont des bosses de vilaine forme. Cela prend différentes apparences ou sensations, des peurs, des anxiétés exacerbées, des troubles du comportement alimentaire, des doutes, des incertitudes, des angoisses, des phobies, et tant d'autres troubles qui peuvent être psychosomatiques ou autres. Alors, comment rompre avec ces habitudes de maltraitance sur soi-même et se réunifier, se réconcilier avec soi-même, sans effort, sans avoir à faire des choses absolument extraordinaires? La réponse fut gravée dans le granit du temple du dieu de la lumière, Apollon, à Delphes. Connais-toi toi-même. Ce connais-toi toi-même n'invite pas à l'introspection ou à l'analyse psychologique de soi-même, comme de nombreuses littératures nous y engagent. Non, non, pas du tout. Bien au contraire. Ce connais-toi toi-même, ce connais-toi toi-même nous engage à nous connaître en tant qu'être libéré de tout savoir encyclopédique, de tout savoir qui nous contraint, nous détourne et nous entrave. En somme, allez, lorsque nous posons temporairement nos savoirs, nos certitudes, nos croyances, nos envies, nos désirs, les il faut, je dois, c'est bien, c'est pas bien, que reste-t-il? Nos sensations de l'instant, nos ressentis, nos sentiments et nos émotions. Nous sommes alors dans un rapport épuré à nous-mêmes. Il nous conduit à nous accueillir, nous écouter et nous réunifier pour mieux nous connaître, pour mieux nous percevoir, en dehors de toute contrainte, de toute croyance, de toute promesse, de tout concept. Il ne s'agit pas ici de méditer, de tenter de faire le vide dans son esprit, non, pas du tout. Ni même d'entrer en auto-hypnose par je ne sais quelle promesse géniale, pas du tout, non, non. Il s'agit juste de prendre quelques minutes, allez, quelques secondes même, pour s'observer, vivre, respirer, quelques instants dans un sentiment de bienveillance, comme si l'on se découvrait pour la toute première fois. Alors, l'hypnose prend la forme émancipée d'une modification de la conscience de sa relation à soi-même. J'explique. Si nous nous en tenons à la définition la plus basique de l'hypnose, hypnose égale état modifié de conscience. C'est la forme la plus simpliste des définitions de l'hypnose. L'hypnose prend ici une forme plus émancipée encore, puisque elle nous apparaît, elle se manifeste sous la modification de la conscience de sa relation à soi-même. Abusez de cette forme d'hypnose bienveillante à vous-même. Vous allez être surpris des effets rapides et durables qui en ressortiront. Je le répète, quelques secondes ici, quelques minutes là suffisent amplement
N'attendez rien de particulier. Ne recherchez rien de particulier. Vous allez être vraiment étonné. Alors, ce langage des sentiments de l'âme est une voie hypnogène influente. Elle nourrit des approches spécifiques de l'hypnose appliquée aux relations d'aide. Hypnose flash intégrative, recognition intégrative et self-hypnose flash sont pratiquées par des praticiens de toute obédience. Il n'y a rien de sectaire, bien au contraire, c'est une ouverture totale. Ces approches de la relation d'aide et de l'épanouissement reposent sur un solide socle, sur un solide code de déontologie. Il est facile de le consulter en ligne sur le syndicat français des praticiens en hypnose intégrative ou sur différents sites des praticiens en hypnose intégrative ou sur celui de l'Institut européen de l'hypnose intégrative. On le trouve facilement de partout. Psychiatres, neuropsychiatres, psychologues, victimologues, pédiatres, médecins généralistes, infirmiers, dentistes, orthophonistes, coachs et tant d'autres professionnels de la relation d'aide ont déjà choisi d'intégrer ces approches à leur pratique avec des résultats plus que probants. Lorsque on les interroge, les retours les plus fréquents soulignent la facilité d'intégration de ces approches spécifiques de l'hypnose flash, de l'hypnose intégrative, de la recognition intégrative, précisément dans des cadres libéraux ou institutionnels où les temps sont millimétrés, plus chronométrés que jamais auparavant, vous le savez. Et pourtant, en quelques minutes ici, en quelques minutes là, cela participe de soins amplifiés et de modifications et d'améliorations tout à fait souhaitées, souhaitables et salvatrices. Alors, les praticiens de l'hypnose flash intégrative disposent de moyens importants pour aider rapidement ceux qui les consultent. Il va sans dire que le respect des subjectivités de la personne humaine reste un élément majeur, fondamental, crucial. Depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant, nous développons des moyens communicationnels hypnogènes, je dis bien hypnogènes, spécifiques, théorisés et codifiés à des fins de transmission. Ils ne cessent d'évoluer. Aujourd'hui, les connaisseurs parmi vous et tous ceux qui s'intéressent sérieusement à l'hypnose, aux hypnoses appliquées aux relations d'aide, reconnaissent ces pratiques, les distinguent parmi les autres. Quand elles sont diffusées ici, dans les médias ou ailleurs, parfois même sans être nommées. On retrouve, entre autres, ces interviews spécifiques intégratives, où le recueil des subjectivités, des symboles affectifs sont extrêmement importantes. Nous apprenons à travers cette interview à parler le langage de celui qui consulte, mais à l'accueillir aussi pour pouvoir le mettre en résonance à travers des prosodies tout à fait ajustés, adaptés. Les gestuels que nous utilisons, ces passes intégratives, ces passes communicationnelles, les onomatopées aussi, ces contacts avec le sujet épurés, ces bruitages, oui, que vous entendez, qui accompagnent des passes, qui accompagnent des changements profonds, qui accompagnent l'hypnose, qui accompagnent la transe. L'EOR aussi, l'EOR, l'échelle orientée résultat, cette échelle qui tend vers la santé, vers le mieux-être, vers l'épanouissement, et non vers le symptôme, le trouble, la douleur. Cette intentionnalité aussi du praticien, qu'il travaille, qu'il entraîne, qu'il enrichit, pour plus de liens, plus d'alliances hypnogènes avec les sujets qui le consultent. Cette présence hypnogène, cette attitude hypnogène, qui participe de ces transes par contagion hypnogène et non plus par induction hypnotique. Et puis, ces outils d'auto-ralentissement des ondes cérébrales qui nous entraînent, qui nous permettent de continuer de développer cette intentionnalité, cette présence hypnogène, cette attitude hypnogène, cet outil et ces outils d'auto-ralentissement de nos rythmes biologiques qui nous permettent de
développer, d'intensifier l'hypnose chez les sujets qui nous consultent par contagion hypnogène, dans le respect et la bienveillance de l'autre, dans l'accueil et le respect de ses subjectivités. Bien entendu, l'ensemble de nos langages favorise des formes d'hypnose rapides et profondes appliquées aux relations d'aide. Des formes de langage tout à fait spécifiques. Les puristes de l'hypnose flash intégrative sont directs et sans détour. Nos interviews hautement personnalisées, rigoureuses, claires et orientées résultats et l'ensemble des langages et suggestions sont respectueux, bienveillants, mais toujours directs. En somme, les praticiens de l'hypnose flash intégrative, les praticiens de la recognition intégrative n'ont aucune utilité des métaphores ou autres formes de rhétorique indirecte. Les langages permissifs, isomorphes, les peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas à quel moment, peut-être maintenant ou dans un instant, les double blend et autres formes de langage telles que le Milton Model ou autre chose, les conditionnels, les questions magiques comme celles de Chaser ou autres ne font pas partie de nos consultations et encore moins de nos vocabulaires. Nous ne sommes d'aucune façon en opposition avec cela, juste complètement ailleurs, dans des formes de langage, de pratique, de l'hypnose appliquée aux relations d'aide, complètement et totalement différentes. La grande liberté des sujets qui consultent se situe en dehors de ces approches, de ces techniques de langage confusionnel ou autres. Elle se situe précisément dans des transes émotionnelles et non dans des langages de permissivité. Ces espaces que nous ouvrons sont définis comme des espaces transitionnels de liberté. Ils favorisent de nombreux processus. Parmi eux, nous retrouvons souvent transcendance intégrative, résilience intégrative, mais pas seulement. Les trans suggérées par les praticiens d'hypnose flash intégrative ou par les praticiens en recognition intégrative explorent des voies sentimentales et affectives salvatrices, réparatrices et unifiantes. L'un des grands principes intégratifs de l'hypnose flash intégrative ne consiste aucunement en une approche multi-référentielle qui serait une forme d'approche patchwork. Pas du tout. Elle consiste à installer le sujet dans une transe émotionnelle flash en résonance avec ses singularités affectives. Résulte de ces espaces transitionnels de liberté de nouveaux états d'âme pour de nouvelles pensées et de nouveaux comportements. Nous découvrons alors, au terme de nos séances, une personne humaine unifiée dans un rapport complice à elle-même. Ataraxie et euthymie sont au rendez-vous. Les répercussions sur sa relation aux autres et au monde sont bénéfiques. La variété des formes éthiques de l'hypnose est une richesse pour l'avenir des approches complémentaires et plus globalement pour la santé naturelle préventive. Alors, pour conclure, pardonnez-moi, je tiens à préciser, comme vous l'avez entreaperçu là, que ces visions et approches de l'hypnose sont extrêmement éloignées des hypnoses progressives et solutionnistes. Ces positions, parfaitement assumées et clairement revendiquées depuis le début, ne sont pour autant en opposition avec aucune approche, ni ericksonienne, ni médicale, ni multiréférentielle, ni autre. Non, absolument pas. Je reste convaincu que la variété des formes éthiques de l'hypnose appliquée aux relations d'aide, je dis bien éthique de l'hypnose appliquée aux relations d'aide et aux épanouissements, est une richesse pour la personne humaine, pour l'avenir des approches naturelles complémentaires, et plus globalement pour la santé naturelle humaine, telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté.
À bientôt.